on va commencer donc sans attendre avec Hugues qui va nous parler Bonjour. d'anatomie. Bien, je vais vous présenter effectivement l'innervation du poignet de la main avec des choses que vous connaissez certainement déjà. Il est important de rappeler les trajets des nerfs au poignet qui vont être intéressés surtout le médian qui est un nerf essentiellement médian et dénué de tout accompagnement artériel, ce qui n'est pas le cas sur son versant ulnaire, du nerf ulnaire qui lui est accompagné jusqu'à la loge de Guyon avec l'artère. On voit très nettement les rapports. Le nerf médian passe sur le tendon entre les fléchisseurs radial du carpe et du palmarus longus. Le nerf ulnaire, lui, de son côté, va avoir un trajet qui va se démasquer dessous le fléchisseur ulnaire du carpe. Et vous voyez que le troisième nerf concerne en fait le nerf radial qui se divise déjà au coude en deux branches, une motrice et une sensitive. Et vous avez ici la schématisation du trajet du nerf radial au poignet, branche sensitive avec ses différentes branches. Alors ici, on va s'attarder un petit peu sur les branches, soit terminales, comme c'est le cas pour le nerf radial, soit sur les branches collatérales, dont il faut avoir connaissance, car elles naissent au-dessus du poignet, et il faut les prendre en compte également dans l'anesthésie locale. Vous avez ici la branche du nerf radial, avec sa division sur sa branche du pouce en branche ulnaire, dorsale et radiale, et vous avez également le tronc qui va vers l'index et le troisième doigt. À droite, le nerf interosseux postérieur. C'est un nerf qui est le nerf terminal en fait de la branche motrice, qui va donner un certain nombre de branches au périostium du radius, va rentrer dans un pad fat, ce fat pad qui est au contact de l'articulation en dedans du tubercule de Lister, et là il va donner une innervation sensitive par plusieurs branches au niveau du carpe, et il peut aller avoir quelques branches même au niveau de la carpométacarpienne. Vous avez en dessous la branche collatérale dorsale ulnaire, qui est une branche qui naît facilement 7-8 cm au-dessus du poignet et qui va devenir dorsale. Donc elle passe et fait un circumductum à ce niveau-là. Et vous voyez qu'elle a une innervation sensitive importante en ce qui concerne le cinquième rayon, la face dorsale et le 4 à la base. On poursuit avec la branche collatérale, la cutanée palmaire du nerf médian, cette petite branche qui va avoir son ostium à l'entrée du canal carpien et dont on verra ensuite également sa participation à l'articulation du poignet. Un rappel bref sur les anastomoses à l'avant-bras, que sont ces réinjections anastomotiques motrices en ce qui concerne les anastomoses de Martin Gruber, que l'on rencontre dans à peu près une quinzaine de % des cas, et qui donnent des tableaux cliniques un petit peu curieux parfois. Donc c'est des réinjections qui se font entre le médian et le nerf ulnaire, rarement avec la branche par contre du nerf interosseux antérieur. Plus profond, la participation sur les arcades de Riche-Cagneux. On peut avoir une cubitilisation des intrinsèques du pouce prédominante par le nerf ulnaire avec cette branche anastomotique en profondeur avec la branche ténarienne externe du nerf médian. Les anastomoses sensitives sont peut-être plus intéressantes pour nous puisque, en ce qui concerne la chirurgie de la main, elles expliquent quand même un certain nombre de variations qui sont situées notamment sur le 3e, 4e doigt. Et donc la cartographie n'est pas toujours parfaite. Et ces branches anastomotiques de Berrettini, qui avaient été déjà dessinées sur ses travaux du XVIIIe siècle, vous en avez une qui apparaît ici lors d'une dissection d'une fasciectomie du puitrin. Elle peut être proximale, distale, mais elle peut également aller directement sur les nerfs collatéraux du 3 et du 4. C'est important de savoir car on peut avoir donc une mixité territoriale entre le médian et le cubital, ce qui concernera donc la discussion sur les indications de la chirurgie. Alors, on voit bien que la cartographie n'est pas stricte, il y a des zones de chevauchement. Vous avez ici le schéma classique, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de schémas qui varient de l'un à l'autre à cause de ces petites différences. On voit
également l'innervation osseuse qui est à part. Elle repose, elle, sur des travaux de dissection qui avaient été faits pour la dénervation du poignet. Sur le plan antérieur, il y a le nerf interosseux antérieur, qui est la branche terminale de cette branche particulière du nerf médian, qui va énerver le carré pronateur et qu'on peut voir donner des petits rameaux à la face et au bord inférieur du radius, ici. Et on a également tous les rameaux en circonductum du nerf cutané latéral de l'avant-bras et à destinée articulaire de la branche cutanée palmaire du nerf médian. Mais on a également des petits rameaux qui viennent sur ce versant-là par le nerf radial avec des branches à destinée articulaire. Sur le plan postérieur, le nerf interosseux postérieur est important, on l'a vu, et il est aidé en cela dans l'innervation du carpe par des branches récurrentes carpiennes, notamment, et des rameaux articulaires dorsaux, alors qu'on peut avoir de la branche ulnaire, de la récurrente des branches profondes du nerf ulnaire également. Tout ceci est donc assez complexe. Je fais juste un point sur l'innervation de la trapézométacarpienne pour rappeler que finalement, après des études anatomiques, là également dans le but de proposer une dénervation, on a retrouvé un certain nombre de branches collatérales qui viennent des branches de division du nerf radial, avec celle du pouce sur ces deux versants, mais également la dorsoradiale de l'index. Et on a le ténarien de Lejars qui va directement à l'éminence ténar qui participe. Et de l'autre côté, sur le plan palmaire, nous avons la participation du nerf médian, soit par des branches directes dans le canal carpien, soit le plus souvent par des rameaux ténariens du nerf médian, et également quelques branches qui peuvent venir du cutané palmaire de ce dernier. Voilà. Donc, je laisse la parole au modérateur. Merci Hugues. On voit bien toute la complexité de l'innervation de la main, des doigts, du poignet. On voit même qu'il y a une grosse différence entre ce qu'on peut avoir sur les doigts et sur le poignet. Tu l'as rappelé, il y a des nerfs qui sont les nerfs interosseux pour le poignet, qui nous proviennent de divisions qui sont très proximales, qui sont plutôt au niveau du coude, si on veut pouvoir les bloquer, ouais. Et qu'on a quelque chose au niveau de l'innervation des doigts qui vient qu'on peut atteindre en ayant des blocs au niveau du poignet, mais je pense qu'on en rediscutera avec Laurent. Moi j'avais juste une chose, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu quand on voit ces données anatomiques et pour avoir quelque chose à l'esprit, ce qu'il faudrait faire pour la chirurgie du doigt, pour le 5e, pour les 3 doigts du milieu, pour le pouce, comment nous on peut s'y retrouver pour pouvoir au poignet faire des associations de blocs assez simples pour ces chirurgies-là, des chirurgies assez courtes et tégumentaires. On voit donc pour le pouce, finalement, un versant palmaire qui est essentiellement médian et un versant dorso-ténarien qui est essentiellement radial. Donc c'est les deux troncs nerveux sur lesquels il faut agir. En ce qui concerne le 5e doigt, on est relativement segmentaire également. Il n'y a pratiquement que le nerf ulnaire. Mais on peut avoir des débordements et des intrications avec le 4e espace commissural par l'apport du médian. Donc ça, il faut savoir exactement ce qu'on veut faire sur un doigt. Et effectivement, sur les doigts centraux, on va être dépendant finalement d'une partie du radial, partie du médian et effectivement du nerf ulnaire par la voie dorsale. Je vais te reposer une question, n'hésitez pas à en poser. Je regardais là sur la tablette si vous aviez posé quelques questions. N'hésitez pas, comme depuis ce matin, à poser des questions pour qu'on puisse éclairer un petit peu les problèmes que vous posez. Une autre chose dont tu as commencé à parler pour le 5e doigt, justement, tu parlais de difficultés qu'on peut avoir. Nous, parfois, on peut être embêtés, on en parlait tout à l'heure, sur des ostéosynthèses ou des ablations de matériel qu'on a sur ce 5e doigt. Et parfois, on peut être amené à faire des blocs différents pour pouvoir offrir un confort maximum, quoi. Oui, alors tout à fait. On peut rester intracanalaire sur le versant palmaire et là ça pose pas trop de problèmes. En traumatologie, le cas le plus fréquemment rencontré, ce sont les brochages du 5e métacarpien, qui peuvent être des brochages axiaux, centromédulaires, mais on a aussi des brochages transversaux qui peuvent déborder donc sur le 4e métacarpien. Un seul tronc ulnaire bloqué à ce niveau-là ne sera pas suffisant pour avoir une analgésie complète. Super, bah écoute, merci Hugues. On a bien vu déjà qu'on a une problématique qui est la problématique anatomique qui est importante. Si jamais on veut faire ce type de bloc dont on va parler maintenant, je pense avec Laurent, il faut avoir ces données anatomiques, sinon on a du mal à s'en sortir, ou alors on fait tous les troncs et ça devient un petit peu dommage.